Vietnam, en Asie du Sud-Est, 1954. Suite aux accords postcoloniaux, le pays est divisé en deux. Au nord, les communistes, dirigés par Ho Chi Minh. Au sud, le gouvernement du président Diem, soutenu par les États-Unis. En 1959, des insurgés communistes, les Viet Cong, se lancent dans une guérilla contre le régime oppressif sud-vietnamien. Les Américains vont y envoyer conseillers et matériel militaire dans le but d'endiguer la propagation du communisme en Asie. Pendant que le Viet Cong est soutenu par le Vietnam du Nord. En 1965, les combats s'intensifient. Et pour soutenir l'armée sud-vietnamienne, 200 000 soldats américains sont envoyés dans le pays. De nombreux autres suivront. La guerre se répand, tout comme un élément majeur du conflit, la piste Ho Chi Minh. Ce vaste réseau d'approvisionnement reliant le Vietnam Nord et Sud va se révéler essentiel au succès des Viet Cong. Au début, il s'agissait simplement de personnes se déplaçant avec des provisions sur le dos, sur un sentier contournant la zone qui séparait le nord et le sud du Vietnam, et qui était alors une zone démilitarisée. Ce sentier n'est alors qu'un chemin taillé à travers la jungle du Laos voisin, évitant la zone démilitarisée fortement étendue. Depuis la création du sentier en 1959 et pendant 2 ans, les responsables de l'acheminement de matériel vers le Vietnam du Sud via le Laos ont dû faire face à toutes sortes de dangers. La maladie, car le paludisme était un grand tueur, les animaux sauvages, mais aussi le simple fait de se perdre dans la jungle et y mourir de faim. Entre 100 et 200 de ceux qui sont partis n'ont jamais atteint leur objectif. Au cours de ces premières années, le voyage durait des mois et ne pouvait se faire qu'à pied ou à bicyclette. Il était impossible d'utiliser des bicyclettes jusqu'à ce que le sentier ne soit grandement amélioré. Ensuite, ces bicyclettes ont été utilisées pour déplacer beaucoup plus d'approvisionnement. Je crois que le record est de 400 kilos sur un seul vélo. La bicyclette était le pilier du flux d'approvisionnement jusqu'à l'avènement des camions. La transformation de la piste Ho Chi Minh en véritable autoroute de la jungle date de 1965. Et il y a 2 raisons à cela. C'est l'année où le Vietnam du Nord décide d'engager ses propres forces en nombre, sans précédent pour une victoire dans le Sud. Et 1965 est aussi l'année où les États-Unis décident d'intervenir pour empêcher la victoire des Viet Cong. La guerre du Vietnam s'intensifie. Le Nord a engagé son armée régulière dans le conflit et les anciennes méthodes de réapprovisionnement n'étaient pas suffisantes. Grâce à un incroyable exploit d'ingénierie, les Nord-Vietnamiens vont augmenter la portée du réseau. De nombreuses routes pouvaient maintenant s'enfoncer dans le Vietnam du Sud. Elles étaient élargies à certains endroits pour s'adapter au passage de camions. Mais la flotte de camions du Nord est décrépite et peu imposante. Ils avaient besoin d'aide. Les Russes et les Chinois vont commencer à comprendre que cette guerre contre les Américains était susceptible de miner un de leurs ennemis. Ils ont donc soutenu de manière plus directe le Vietnam du Nord, surtout en lui fournissant des camions. Une sorte de révolution se déroule dans la logistique nord-vietnamienne lorsqu'en 1965 surgissent 2000 camions neufs pour transiter sur la piste. À pied ou à vélo, vous parcourez en moyenne de 9 à 15 km par jour. Ces camions en couvraient 120, sans compter la quantité de matériel transporté qui est multipliée par je ne sais combien. Le camion va tout changer. Pour cette nouvelle flotte se trouve le camion russe ZIL.
Ces robustes machines vont prouver leur robustesse sur le tracé traître de la piste Ho Chi Minh. Le ZIL-131 était un camion utilitaire soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique s'est fixée comme priorité de développer ses propres véhicules utilitaires. Et le ZIL-131 en est un modèle. C'est un camion à 6 roues conçu pour aller n'importe où et déplacer troupes, armes et vivres. Les conditions de circulation étaient épouvantables. La piste Ho Chi Minh était très boueuse. Les Américains bombardaient en permanence. Ces véhicules ont dû faire face à des conditions assez difficiles, tout comme leurs chauffeurs. Le moteur V8 de 150 chevaux du ZIL lui permet d'atteindre les 95 km/h et de transporter 4 tonnes de chargement. Sa garde au sol de 33 cm lui permet de parfaitement manœuvrer sur le terrain accidenté de la piste. Ce sont des opérations se déroulant en milieu difficile. Et si un camion tombe en panne, il pourrait bloquer les autres derrière lui. Suite à l'expansion du sentier, des stations-service seront mises en place où les camions pouvaient être réparés et les troupes nourries. Les Américains devaient absolument anéantir ce réseau. Les Américains se rendent compte assez vite de l'importance de la piste. En 1964, se déroule le premier bombardement américain non déclaré pour tenter d'y interrompre toute activité. Il n'a pas été déclaré parce que le sentier se trouve au Laos, qui est neutre, et les Américains ne souhaitent pas ouvertement violer cette neutralité. À partir de 1965, le commandant américain du Sud-Vietnam, le général William Westmoreland, décide d'adopter la stratégie du point de croisement. Le point de croisement est le moment où les réservistes de l'ennemi ne sont plus assez nombreux pour compenser le nombre de soldats tués. Quand vous avez atteint ce point de croisement, vous êtes sur le chemin de la victoire. Et ce point pouvait être atteint plus rapidement si la piste Ho Chi Minh était détruite, car cette destruction empêcherait l'envoi de troupes au Sud-Vietnam et perturberait ou au moins retarderait l'activité sur le sentier. L'épaisse végétation va rendre les bombardements très difficiles. Et dès lors que l'US Air Force causera des dégâts, ils seront réparés dès le lendemain par un groupe spécialement dédié à la maintenance de la piste. Le groupe 559 est formé en 1959 et est composé de 6 000 personnes. En 1965, il est composé d'environ 24 000 à 25 000 personnes, dont le travail consiste à remplir les nids de poules, reconstruire les ponts et réparer tout dégât afin que la circulation n'y soit jamais interrompue. L'armée américaine reste persuadée de pouvoir perturber la piste de manière significative grâce à sa suprématie technologique et isoler ainsi les Viet Cong. De formidables machines de combat vont faire leur apparition. Et l'une d'elles deviendra une icône de la guerre du Vietnam. L'hélicoptère UH-1 Iroquois, ou plus simplement, le Huey. S'il y a un son qui restera de cette guerre, c'est celui des hélices d'hélicoptères. On pouvait entendre un Huey à 1 km de distance. Son son particulier est très reconnaissable. Il faisait un wop 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 qui est encore célèbre aujourd'hui. Vietnam, Asie du Sud-Est, 1966. La guerre du Vietnam s'intensifie. Des approvisionnements vitaux sont acheminés sur la piste Ho Chi Minh afin de soutenir le Viet Cong contre les forces sud-vietnamiennes et américaines. Les Américains vont attaquer la piste à l'aide de leurs nombreuses machines de combat, dont la plus emblématique est l'hélicoptère UH-1 Huey. Pour les Américains, c'était une guerre d'hélicoptères, parce qu'il fallait faire traverser et contourner des montagnes très inhospitalières, des rizières et des jungles à leurs troupes. L'hélicoptère était fait pour la guerre du Vietnam.
Construit par la société Bell, le premier prototype de Huey prend les airs en octobre 1956. 183 HU-1 seront commandés par l'armée. HU signifie hélicoptère utilitaire, ce qui lui vaudra son surnom. Le premier modèle sort des lignes de production en 1961 et sera renommé UH-1, mais son précédent surnom restera. Alimenté par un moteur turbo de 1400 chevaux, il peut atteindre les 210 km/h, voler à 4000 mètres d'altitude et dispose d'une autonomie de 600 km. L'UH-1 est un hélicoptère utilitaire depuis le premier jour. C'était un taxi de champ de bataille qui amenait les troupes à l'action et les ramenait. Cet appareil est si polyvalent qu'on l'utilisait pour rapatrier les blessés et approvisionner nos gars en fournitures médicales. Il pouvait passer d'unité médicale à porte-missile ou engin de combat. Le Huey est équipé d'un moteur à réaction, mais contrairement à un avion, il ne produit pas de poussée vers l'avant. En effet, la puissance fait tourner les pales du rotor. Le moteur fait tourner l'arbre d'entraînement principal qui enclenche la transmission et distribue la puissance engendrée au mât de rotor principal. Il va également fournir de la puissance à l'arbre d'entraînement du rotor de queue par l'intermédiaire d'une autre transmission. Il a une capacité de levage fantastique, un peu moins de 2 tonnes. Il est donc capable de lever une Jeep et de l'amener au front. 7000 Huey serviront durant la guerre du Vietnam, soit près de la moitié de la production totale des 16 000 exemplaires, ce qui en fait l'hélicoptère le plus produit aux États-Unis. Sur les 7000 Huey mobilisés au Vietnam, près de la moitié seront détruits. Et ceux qui en sont revenus porteront les cicatrices à tout jamais. Les Huey vont beaucoup souffrir au Vietnam. Dans cet hélicoptère, des plaques ont été posées pour boucher les trous causés par les balles ennemies. Elles sont passées par le plancher pour sortir par le toit. La seule protection du pilote et du copilote se trouve dans des sièges à l'épreuve des balles. Les gars à l'arrière n'étaient pas protégés. Les principaux systèmes de contrôle sont assez simples sur le Huey. Nous avons le collectif, ici, qui gère la puissance des pales et celle du moteur. Le cyclique permet le contrôle directionnel à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Et nous avons les 2 pédales anti-couple qui empêchent l'appareil de tourner sur lui-même. Le Huey sera utilisé de plusieurs façons pour tenter de perturber le sentier Ho Chi Minh. Depuis le parachutage de commando au Laos, au mitraillage en règle pour le soutien des troupes au sol. Allen Weseleski était lieutenant du groupe d'artillerie héliportée Helicopter Attack Light 3, surnommé les Sea Wolves. Notre mission la plus difficile s'est déroulée le 9 mars 1968. Un de nos bataillons au sol avait pour mission d'arrêter un convoi de ravitaillement descendant la piste. Dirigé par des militaires américains, un bataillon sud-vietnamien tombe dans une embuscade tendue par des combattants Viet Cong. Nombre de Sud-Vietnamiens seront tués. L'appareil d'Allen est envoyé sur place pour soutenir, couvrir et récupérer les survivants. Un lieutenant du nom de Jack Jacobs nous indiquait à travers son opérateur radio que son bataillon avait été décimé par des tirs de mortier. Nous sommes arrivés sur place en 10 minutes environ. Les tirs de mortier continuaient de pleuvoir. On a demandé à Jacobs où il se trouvait. Et il a dit « Laissez tomber, on est encerclé, c'est trop dangereux ».
« Il n'y a pas moyen que vous veniez nous aider. » J'ai répondu « On va venir jeter un œil quand même. » On a donc tenté de localiser les positions ennemies, mais ils étaient bien cachés par la végétation. J'ai donc décidé de passer au-dessus et on a tiré à fond en approchant de la position de Jacobs. En préparant un atterrissage, un de mes gars couvrait la manœuvre. Puis on est devenu la cible de rafales d'automatique. C'était l'enfer. J'ai tenté de détruire les positions ennemies à 3 reprises et rien n'y a fait. On se faisait canarder à chaque fois. J'ai finalement décidé de me poser quand même. On est arrivé à hauteur d'arbre et j'ai vu le feu de positionnement de Jack. Donc on a pu y arriver et on les a sortis de là. Le courage et l'habileté extraordinaire de Weseleski, combinés à la manœuvrabilité du Huey dans des espaces restreints, ont sauvé la vie de Jacobs. Faire voler un Huey en pleine brousse n'est pas très raisonnable. Vous risquez d'embrouiller vos rotors dans le feuillage et les arbres qui vous entourent. Mais on n'avait pas le choix, on devait sauver nos gars. Après avoir récupéré 2 Américains et un soldat vietnamien grièvement blessé, l'hélicoptère doit maintenant sortir de cet enfer vert. J'ai dû aller vers l'avant avant de pouvoir gagner en hauteur et traverser un bout de forêt. Il y avait des arbres et des branches partout autour de nous. Mais on a réussi à décoller et pendant ce temps, n'oubliez pas qu'on nous tirait dessus. On a compté plus de 150 trous sur la carlingue de l'appareil. Une fois dans les airs, on se demande comment on s'en est sorti. On était tout pâle et on tremblait. On a eu beaucoup de chance de nous en sortir. Allen sera médaillé de la Navy Cross pour son intervention, la 2e plus haute distinction militaire américaine. Les missions de sauvetage similaires ne seront pas toutes couronnées de succès. Mais les soldats au sol savent que l'arrivée de Huey augmentait considérablement leurs chances de survie. Quand les troupes sont engagées dans une bataille au sol et qu'elles ont subi d'importantes pertes, les gars ignorent s'ils vont s'en sortir ou pas. Mais dès lors qu'ils entendaient le whoop 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 d'un hélicoptère Huey, ils savaient qu'ils avaient une chance. Ils savaient qu'ils allaient peut-être survivre et sortir du bourbier. On était leur ange gardien. Bien qu'ils aient mené plusieurs types de missions, l'objectif principal des Seawolves est alors de soutenir une autre machine de combat américaine, les patrouilleurs rapides. Notre mission était de contrôler les réseaux de transport, les rivières, les estuaires. C'est par ce biais qu'ils transportaient leur nourriture, leurs armes, leurs soldats, tout ce dont ils avaient besoin pour nous faire la guerre. Pour bloquer ces transports, les Américains lancent l'opération Game Warden, dont les acteurs principaux seront les PBR. Ces petits bateaux à coque en fibre de verre auront pour mission de patrouiller sur les rivières du Vietnam Sud. À partir de 1965, les forces sud-vietnamiennes et américaines luttent désespérément afin de perturber les lignes de ravitaillement nord-vietnamiennes soutenant les Viet Cong. La piste Ho Chi Minh permettait de transporter 4500 soldats par mois et 300 tonnes de vivres par jour dans les zones de combat du Sud. En plus de la piste Ho Chi Minh, les Américains doivent aussi faire face au trafic maritime et fluvial, des moyens alternatifs par lesquels les Nord-Vietnamiens approvisionnaient le Sud-Vietnam. À partir de 1966, dans le cadre de l'opération Game Warden, la tâche de patrouiller ces autoroutes fluviales est confiée aux PBR. 250 d'entre eux seront envoyés au Vietnam pour patrouiller le delta du Mekong et les systèmes fluviaux sud-vietnamiens
afin de perturber l'approvisionnement en armes et en vivres des Viet Cong. Mais les PBR seront des cibles constantes pour l'ennemi. On était parfois contraint de naviguer à une vingtaine de mètres de la rive. Et la probabilité de nous faire tirer dessus était très élevée. Nous étions très vulnérables sur les rivières. Nous ne savions jamais où se trouvait l'ennemi. Mais lui savait où nous étions. Et surtout, si nous remontions les rivières, il nous attendait en embuscade en amont et nous canardait allègrement. Le PBR dispose cependant d'un atout de taille qui lui permet de protéger son équipage de 4 personnes. La vitesse. Le bateau est très simple. Pas beaucoup d'éléments électroniques ou modernes que nous devions surveiller en permanence. Juste 2 moteurs diesel V6. Quand on naviguait, on ne le faisait pas à vitesse lente, mais plutôt à plein régime. L'avantage de ce type de coque, c'est que plus vous allez vite, plus l'avant du bateau a tendance à se soulever de l'eau. Ça nous permettait donc de circuler dans des eaux profondes d'à peine 30 cm. Le PBR peut atteindre une vitesse maximale de 50 km/h grâce à 2 moteurs à hydrojet qui aspirent l'eau sous le bateau. Les pompes présentes dans l'embarcation augmentent ensuite la pression de l'eau, qui est expulsée par les tuyères situées à l'arrière. Et pour le diriger, ces tuyères pivotaient d'un côté à l'autre. Pas de gouvernail, pas d'hélice. Rien qui puisse gêner la maniabilité du bateau. Il allait partout où on lui disait. On pouvait même tourner à 180 degrés sur la propre longueur du bateau à vitesse maximale, ce qui est exceptionnel. Les embuscades sont fréquentes et les équipages doivent faire preuve de vigilance permanente. Des hommes sont postés derrière des mitrailleuses de calibre 50 à l'avant et à l'arrière du bateau. On ne naviguait jamais tranquillement. Il y avait toujours la possibilité d'être pris en embuscade. On était toujours prudent et en état d'alerte. C'est cette vulnérabilité qui va mener à l'introduction des Huey en tant que soutien aérien rapproché des PBR. Quand 2 PBR se baladent au beau milieu de la jungle, des choses amusantes se produisent. Les ennemis peuvent se cacher dans la forêt et tendre une embuscade au bateau. Le chef des opérations navales s'est un jour rendu compte qu'il fallait ajouter un renfort aérien, car les bateaux avaient des problèmes systématiquement et notre mission était de les protéger. Nous faisions généralement appel aux Huey lorsque nous avions des problèmes. Quand nous étions au beau milieu d'une embuscade, par exemple. Ces bateaux ne sont pas lourdement armés et nous ne pouvions pas riposter aux tirs ennemis. La seule chose à faire, c'était de sortir au plus vite de la ligne de tir. Ils nous appelaient quand ils étaient touchés et qu'ils ne parvenaient pas à fuir. C'est ce qui s'est passé avec Gandhi. Jerry Gandhi était capitaine de PBR. En février 1969, il patrouille sur le canal de Vinh Tay, au Sud-Vietnam. Le canal Vinh Tay sépare le Vietnam du Cambodge. Et notre mission était d'empêcher les Viet Cong de se réapprovisionner au Cambodge, parce que c'est là qu'ils obtenaient des munitions. J'étais capitaine du 2e bateau d'une patrouille de 2. Et alors que nous nous engagions dans un virage, dans la rivière, des rafales de tirs d'armes automatiques nous sont tombées dessus. Le bateau de tête a été touché et s'est enflammé. Quelques secondes plus tard, le bateau de Jerry est également touché. Mais au lieu de tenter d'échapper au danger,
Jerry décide de manœuvrer son PBR, gravement endommagé, vers la ligne de feu pour protéger l'équipage du second bateau. J'ai vu 4 membres d'équipage cachés à côté du bateau et ils utilisaient la coque pour se protéger des tirs. Ils étaient dans le pire état que j'ai jamais vu. Je ne sais pas comment ils étaient encore en vie. J'ai réussi à en mettre 2 sur mon bateau et puis un 3e. L'officier était si gravement blessé qu'il ne pouvait monter à bord. J'ai plongé dans la rivière pour l'aider et je n'arrivais pas à le faire grimper. Alors j'ai plongé au fond de l'eau et mis ses 2 pieds sur mes épaules et je l'ai poussé vers le haut. Et puis il a réussi à monter sur le bateau. Jerry réussira à fuir la zone à bord de son embarcation endommagée sous la protection des Huey. Un exemple parmi d'autres de la façon dont PBR et Huey ont travaillé ensemble pour sauver des vies. Aucun membre d'équipage de PBR serait aujourd'hui en vie sans les hélicos. Aujourd'hui encore, je suis heureux d'entendre le son d'un hélicoptère. Ce son est synonyme de vie pour moi. Des milliers d'autres n'auront pas la même chance. Hommes de valeur, hommes de courage, hommes patriotes. Ces hommes ne sont pas partis. Ils sont parmi nous, en nous. Nous en sommes tous revenus. Américains et Sud-Vietnamiens connaîtront un certain succès dans le contrôle des rivières, mais aucun dans la destruction de la piste Ho Chi Minh. Bombardements imprécis et trop dispersés n'auront aucun effet sur le crucial réseau de ravitaillement. Le bombardement américain de la piste Ho Chi Minh entre le milieu et la fin des années 60 est brutal, permanent, mais surtout très aléatoire. La jungle y est extrêmement dense et impossible à pénétrer. Une approche plus ciblée est alors nécessaire. Les Américains vont donc se tourner une fois encore vers la technologie pour atteindre leur objectif. Ils vont larguer des capteurs visant à réduire le nombre de cibles dans la jungle et le long du sentier Ho Chi Minh. En rassemblant les données et en analysant les relevés des capteurs, le commandant de la 7e division de l'armée de l'air a pu réduire le nombre de cibles aux endroits par lesquels passait l'ennemi. Par exemple, si une division nord-vietnamienne descendait le sentier par camion, le commandement de l'armée de l'air pouvait envoyer des appareils de l'opération Misty à l'endroit où les camions étaient censés passer. Misty est le nom d'un groupe unique de pilotes de chasse, dont l'objectif est de voler à basse altitude au-dessus de la jungle à la recherche de cibles le long du sentier Ho Chi Minh. Ces hommes intervenaient à bord du F-100 Super Sabre. Nous cherchions des convois de camions, des munitions, des soldats. Nous voulions détruire tout ce qui se déplaçait vers le sud. Il n'y a pas d'avion plus joli. Niveau aérodynamique et esthétique, il est difficile à battre. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. À la fin des années 1960, un demi-million de soldats américains sont au Vietnam. Pour gagner la guerre, Américains et Sud-Vietnamiens doivent impérativement perturber les lignes d'approvisionnement vitales des Viet Cong, la piste Ho Chi Minh.
En 1967, des F-100 s'envolent pour la première fois depuis Phuket pour rechercher et localiser des cibles clés sur le sentier. J'ai volé à bord du F-100F, qui est la version 2 places, 1260 litres. À l'extérieur, nous avions 2 nacelles LAU-19 équipées de 7 fusées qui nous servaient à localiser les cibles. Notre mission n'était pas d'attaquer les cibles, mais de survoler le sentier pour les localiser, appeler des chasseurs, puis, une fois les chasseurs en route, nous repassions au-dessus des cibles, lâchions nos fusées et les chasseurs faisaient le reste du boulot. Ces missions de contrôle aérien avancées étaient initialement effectuées par des avions à hélices, mais ils se sont révélés être des proies trop faciles. Les Nord-Vietnamiens déployaient de plus en plus de défenses au sud, de plus en plus de canons anti-aériens et même des missiles sol-air. Les avions à hélice se faisaient donc tirer dessus en plein vol et ne pouvaient pas résister. Il fallait donc un avion plus rapide et capable de résister aux attaques. Le F-100 a été choisi parce qu'il répondait à ces critères. Le F-100 Super Sabre est introduit en 1954. Cet avion polyvalent va jouer plusieurs rôles au cours de la guerre du Vietnam. Mais c'est la version biplace, le F-100F, qui se verra confier les missions Misty. La présence d'un second pilote et sa capacité à voler plus vite que la vitesse du son en fait le candidat idéal pour le repérage de cibles. Quand vous effectuez vos premiers 5 vols assis à l'arrière, les plus expérimentés vous montrent et expliquent ce qu'il faut chercher. Ils vous forment en quelque sorte avant votre grand baptême du feu. On est devenu expert dans la localisation de cibles camouflées, d'objets qui se distinguent par différentes couleurs, différentes formes. On détectait tout ce qui ne correspondait pas à la jungle. En fait, beaucoup de ponts se trouvaient immergés et on ne voyait qu'une certaine quantité d'eau couler sur quelque chose. Lorsqu'une cible potentielle est repérée, un deuxième survol est effectué, mais à altitude beaucoup plus basse, afin de déterminer la nature de ce qui se trouve au sol. Je volais parfois à 10 mètres des arbres, à une vitesse de 500 nœuds. Je disais au copilote de regarder sur la droite, je faisais un décompte pour qu'il prenne une photo, et ensuite, on regagnait immédiatement l'altitude pour éviter les éventuels tirs d'ennemis. Les Nord-Vietnamiens ont d'abord défendu la piste en utilisant des mitrailleuses, comme le dashiki russe. Et avec le temps, leurs défenses aériennes sont devenues plus sophistiquées. Ils ont commencé à déployer des canons anti-aériens de 37 et 57 mm. Les pilotes des missions Misty ont dû redoubler d'efforts pour éviter de se faire abattre et employer des manœuvres d'esquive telles que le déplacement soudain et rapide de la trajectoire de vol sur 3 axes, appelés lacet, tangage et roulis. Utilisées de manière aléatoire, elles confondent l'ennemi et rendent l'appareil plus difficile à toucher. Mais la méthode n'est pas infaillible. 34 appareils seront abattus au cours d'opérations Misty. Les missions Misty étaient très dangereuses et difficiles. Nous volions à basse altitude sur de longues périodes de temps et donc vulnérables aux tirs. Nous avons logiquement perdu beaucoup d'appareils. 28% de nos pilotes ont été abattus. Les taux de perte ont été très élevés et finalement nous n'avons pu accomplir notre mission. Nous ne pouvions frapper nos cibles parce que nous ne disposions pas des armes adéquates. Un jour, je repère un bulldozer qui répare une route. On a marqué la cible, mais puisque c'était de l'acier, il nous fallait le frapper directement pour le détruire. À l'époque, nous ne disposions pas d'armes à guidage. Il nous a fallu 4 jours et au moins 50 lâchers de bombes pour venir à bout de cet engin. Les missions Misty ne se déroulant que de jour, les camions nord-vietnamiens vont en profiter pour circuler de nuit. En mai 1970, après 21 000 heures de combat, la mission Misty prend fin, car les pertes sont trop élevées.
Mais les tactiques mises au point par les 157 pilotes de l'opération sont toujours utilisées dans la guerre moderne. Au moment où les missions Misty prennent fin, les Nord-Vietnamiens renforcent leur défense anti-aérienne le long de la piste Ho Chi Minh. On ne peut dire que les Nord-Vietnamiens étaient dépourvus de technologie, car grâce à l'Union soviétique, ils disposaient de nombreux missiles sol-air qui, à la fin des années 60, rendaient les défenses aériennes du Nord-Vietnam assez redoutables. Le plus redouté par les pilotes américains était le missile russe SA-2 Guideline. Le SA-2, qui est le nom de code de l'OTAN, connu par les Russes sous le nom de S-75 Devina, est développé à la fin des années 50 en tant que missile de défense aérienne à haute altitude. Le rôle principal du missile est de s'attaquer aux bombardiers américains B-52 et surtout à l'avion espion U-2. Volant à 2 fois l'altitude de croisière des avions commerciaux, soit plus de 20 000 mètres d'altitude, les Américains sont persuadés que leurs avions espions U-2 sont hors d'atteinte des défenses aériennes soviétiques. Mais les SA-2 sont capables d'atteindre 25 000 mètres et peuvent se déplacer à près de 4 fois la vitesse du son. Armé d'une charge explosive de 130 kg, ce missile à fragmentation détruit tout ce qui se trouve dans un rayon de 270 mètres au moment de son explosion. Les Américains n'ont pas engagé de troupes terrestres au Nord-Vietnam, mais vont entreprendre des missions de bombardement incessantes, notamment sur la capitale, Hanoï. Les Nord-Vietnamiens voulaient le missile. Moscou était réticente à le confier, de peur qu'il tombe entre les mains des Américains. Moscou a finalement accepté la demande de Hanoï et les missiles sont détectés pour la première fois au Nord-Vietnam en 1965. Ce n'est qu'en 1971-1972 que des rampes de lancement de SA-2 sont installées au Laos pour défendre le sentier. Vers 1972, la piste est défendue par un système de défense aérienne d'une sophistication comparable à celui utilisé au Nord-Vietnam. Les Américains ont pu établir des contre-attaques relativement rapidement. Mais le SA-2 va jouer un rôle fondamental dans la tentative nord-vietnamienne de chasser les Américains du territoire. Le SA-2 s'est avéré plus important sur le plan politique que sur le plan tactique, simplement parce que les Américains ont très rapidement mis au point des contre-mesures. 10 à 20 missiles étaient nécessaires pour abattre un seul avion. Ils n'étaient donc pas très efficaces. Mais dans l'effort de propagande, il suffisait d'abattre un seul avion pour causer de nombreux problèmes aux Américains. L'image d'un avion abattu, symbole de la puissance militaire américaine, ajouterait au ras-le-bol général qui commence à gagner les États-Unis. Les machines déployées par les deux camps ont largement contribué à augmenter l'intensité du conflit et le nombre de pertes en vie humaine, mais n'ont jamais été décisives. 20 ans après la fin de la guerre, Robert McNamara, ministre de la Défense sous Kennedy et Johnson, a admis en toute honnêteté que les prouesses technologiques américaines, les avantages qu'elles leur offraient, n'ont servi à rien. Car les Américains ont été confrontés à un ennemi engagé, idéologiquement motivé, qui se battait et mourait pour une véritable cause. Ils ont résisté avec ce qu'ils avaient. Et ce dévouement était plus qu'impressionnant. En mars 1973, alors que 58 000 Américains et des millions de Vietnamiens sont morts, les États-Unis retirent leurs troupes du Vietnam. Les forces du Sud-Vietnam vont devoir se battre seules. La guerre du Vietnam s'est finalement terminée au printemps 1975, quand les forces nord-vietnamiennes et le Viet Cong envahissent le Sud-Vietnam et marchent sur Saigon.
Souvenez-vous des images emblématiques d'Américains fuyant le Sud-Vietnam avec certains de leurs alliés vietnamiens dans des hélicoptères depuis l'ambassade des États-Unis. Il y avait l'hélicoptère au plus fort de la guerre. Il y a un hélicoptère transportant le dernier représentant américain hors de Saïgon. J'y vois une sorte de symbolique des prouesses technologiques américaines qui se sont avérées inutiles face à tant de détermination de la part de l'ennemi. Au cours du conflit vietnamien, les États-Unis vont larguer 2 millions de tonnes de bombes sur la piste Ho Chi Minh. Ils utiliseront leurs machines de combat les plus sophistiquées pour déstabiliser le réseau. Malgré cet acharnement, les Nord-Vietnamiens ont bâti une des plus impressionnantes voies d'approvisionnement de l'histoire. Un sentier en pleine jungle, capable de fournir des ravitaillements partout au Vietnam du Sud. Ceux qui ont rendu cela possible ont payé un lourd tribut. 72 cimetières militaires longent la piste Ho Chi Minh. Ils contiennent les restes de ceux qui l'ont construit, entretenu, pour aider leur nation à défier la puissante Amérique.